je ne vais pas me faire des amis, hein, mais un moteur, de manière générale, ce n'est pas très puissant. Pourquoi que je vous dis ça? Prenons par exemple une Citroën Saxo ou une Peugeot 106. Ça a un moteur de 1 litre de cylindrée. En valeur de couple, donc de couple, la force qu'a le moteur, ça doit être une centaine de newton-mètres. Qu'est-ce que c'est que le newton-mètre? En fait, c'est une force sur une longueur. Par exemple, là, je vais pivoter autour de cet axe-là. Là, je vais appliquer une force. Eh bien, si j'ai une barre d'1 mètre et que j'applique 1 newton, je vais avoir 1 newton-mètre. 10 newtons, ça va être 10 newton-mètres, etc., etc. Donc, comme je vous disais, la Saxo, donc avec son moteur de 1 litre, c'est 100 newton-mètres. 100 newton-mètres, finalement, c'est pas tant que ça, en fait, comme force. Je vais stopper des voitures à la main demain. Alors, je ne vais pas vous dire ça. Mais 100 newton-mètres, c'est pas énorme. Globalement, 100 newton-mètres, c'est 10 kg sur une barre d'1 mètre. Donc c'est 10 kg sur une barre d'1 mètre, comme ça. Alors, la différence, c'est que sur un moteur thermique, cet effort-là, on le répète un certain nombre de fois par minute. C'est pour ça que votre moteur, il a un régime moteur. Et la puissance, vous savez, le truc en chevaux, c'est ce couple répété par minute. Et en fait, c'est ça qui va nous permettre de quantifier le travail d'un moteur. Soit votre moteur a énormément de force, mais il n'est pas capable de prendre beaucoup de tours. Par exemple, un camion, un poids lourd, ça a énormément de newton-mètres, mais ça n'a pas énormément de chevaux, puisque ça ne prend pas énormément de tours minute. On dit souvent P égale C fois oméga, donc la puissance, c'est le couple fois le régime de rotation. Donc, je reprends, mon camion, soit la barre ici, le bras de levier, il est très grand, soit je suis capable d'appliquer énormément de force là-dessus. Par contre, je ne vais pas pouvoir appliquer par minute beaucoup de fois ma force. Je prends l'inverse, une Formule 1. Ça a que dalle de couple. Le moteur, il n'a vraiment pas beaucoup de force. Par contre, il peut te répéter ça un nombre de fois par minute. Ouais, c'est vénère. Et donc, pourquoi j'ai l'impression d'être en cours de sciences de l'ingénieur? Ben oui, ben forcément, il faut passer par cette explication. Donc, si on reprend notre petit moteur de Saxo, 1 litre, ça fait 50 chevaux, ça fait une centaine de newtons. Donc, 10 kg que j'appuie sur cette barre ici. Et un moteur de Saxo, ça va appuyer sur cette barre 5000 fois par minute. Mais, certes, oui, ça le fait beaucoup, mais c'est que 10 kilos. C'est que 10 kilos. Prenez un pack de cristalline, ça fait 9 kilos. C'est presque ça. Allez, c'est presque. Au pire, tu prends un pack de cristalline et une bouteille de lait. Et voilà, tu es à tes 10 kilos. Tu mets ça au bout d'une barre d'1 mètre. Et c'est ça la force de ton moteur. Et c'est oufissime. Et c'est pour ça, par ailleurs, quand on se dit « Ah oui, mais ça passe sur un embrayage qui est tout fin », ben oui, il n'y a pas tant de force que ça. Par contre, qu'est-ce qui fait qu'on est capable d'emmener tout ce bazar à 140 km/h, donc le poids de la voiture à 140 km/h, avec 4 personnes dedans, les bagages, et puis en écoutant RTL? Ben, qu'est-ce qui fait? C'est ce truc-là, c'est la boîte de vitesse. Et la boîte de vitesse, en fait, elle nous permet de démultiplier cette force. C'est-à-dire que le couple moteur, c'est pas tout. C'est pas le seul truc qui nous intéresse dans une voiture, en réalité. Parce que vous pouvez faire le plus beau moteur du monde. Si vous mettez une seule vitesse, ça veut dire que soit vous allez être capable de très bien démarrer, mais que vous allez plafonner à 40 km/h, et à 40 km/h, vous aurez passé toute votre force et c'est terminé. Soit vous allez mettre, encore une fois, une seule vitesse, et que vous allez décider, je veux pouvoir aller à 200, mais votre voiture, elle va mettre une plombe à y aller.
Et donc, dans ce cas-là, on fait appel à un variateur de vitesse étagé. Et le variateur de vitesse étagé, c'est la boîte de vitesse. C'est ce qui nous permet en fait d'adapter le peu de force du moteur à toutes les situations qui nous intéressent. Parce qu'en fait, quand vous êtes sur l'autoroute, globalement, vous avez donné de l'élan à votre voiture. Et vous avez l'inertie de votre voiture. Et de deux, vous avez votre moteur qui vous aide. Mais à l'inverse, quand vous allez partir d'un feu, vous vous en foutez d'être à 2000 km/h, vous voulez juste démarrer. Donc du coup, on va prendre une vitesse qui va démultiplier l'effort de la voiture. Par contre, avec une contrepartie, si on démultiplie l'effort de la voiture, on limite la vitesse. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Avez-vous compris? C'est comme en vélo. C'est exactement comme en vélo. On n'a que des guiboles, entre guillemets, sauf qu'on est capable d'aller bien vite. Si vous voulez un exemple extrême comme la Formule 1 et le camion, c'est que si vous prenez une démultiplication adaptée, globalement, vous pouvez tirer une voiture avec un vélo pour voir la démultiplication adaptée. Et à l'inverse, il y a des records de vitesse en vélo, c'est des gens qui roulent à 250 avec des vélos. La puissance en elle-même, certes oui, c'est des cuisses de bûcheron qu'il y a, mais ça reste un humain. C'est oui, un humain qui est costaud, mais l'humain costaud, il ne va pas faire 340 fois la puissance d'un humain normal. Il fait juste. Là, il va y avoir un recordman de vélo qui va venir me mettre une tempête. Pas possible, mais ça reste juste la puissance d'un humain. Donc à basse vitesse, on a besoin d'utiliser le couple du véhicule et à haute vitesse, on peut se focus sur le régime moteur. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Dans la réalité, spoiler alerte, dans la réalité, les termes qui nous intéressent et les chiffres qui nous intéressent dans un moteur et pour caractériser un moteur, c'est le couple qu'il a et c'est le régime qu'il est capable de prendre. Et en fait, la puissance, c'est un assemblage de ces deux données. Mais ce qui permet de caractériser un moteur, c'est le couple et le régime. Et la puissance est une conséquence de ce truc-là. Il y a une formule américaine qui dit le couple, ça fait gagner des courses et la puissance, ça fait vendre des voitures. Parce que la puissance, c'est un chiffre qu'on arrive à universaliser, entre guillemets, là où le couple, c'est peut-être un peu plus obscur, et c'est surtout qu'une fois que c'est associé à une boîte de vitesse, du coup, ça devient très obscur. Parce que une Formule 1 qui tracte une remorque de poids lourd, ça va être nul à chier. Mais à l'envers, un poids lourd qui fait de la course, même si on le voit, hein, mais un poids lourd sur une course de F1, c'est pas très cohérent. Mais le truc, c'est que globalement, les deux font des puissances similaires. Pourquoi je compare les deux? C'est que globalement, des Formule 1, ça fait aux alentours des 1000 chevaux, et un poids lourd un peu vénère, on peut en trouver aux alentours des 1000 chevaux. Mais ce n'est pas du tout la même utilisation qu'on va avoir. La Formule 1, et vous voyez, je prends 2 points de comparaison similaires. Prenons un camion de 1000 chevaux et prenons une Formule 1 de 1000 chevaux. Sauf que camion, beaucoup couple, mais pas beaucoup vitesse. Et Formule 1, pas beaucoup couple, mais beaucoup vitesse. Tout dépend de ce qu'on veut en faire. Et forcément, on va adapter la démultiplication derrière. Mais globalement, on peut avoir un tout petit moteur et on peut en faire certaines choses. Alors, il y a des limites physiques, forcément, mais alors, il y a quelques-uns sur Internet qui se sont amusés à prendre des petits monocylindres de, je sais plus, je crois que c'est 250 cm3. C'est des trucs qui font même pas 10 chevaux, et ils ont mis ça dans des pick-up. Vous savez, dans des pick-up américains, genre le Raptor de Joseph. Et bien, en fait, ça se déplace. Alors, c'est un peu lent quand même, mais avec la démultiplication adaptée, donc eux, ce qu'ils mettent comme démultiplication, c'est une démultiplication fixe. Ils mettent un pignon, une chaîne et une couronne, et après, ils revont dans la boîte de vitesse du truc, et après, ça se déplace.
Et c'est capable de se déplacer, je ne vais pas dire correctement, mais de manière quand même relativement étonnante, sachant que le véhicule d'origine, il a 200, 300 chevaux, et là on remplace par un truc de 10 chevaux, sauf que on fait des choix de démultiplication qui nous permettent d'exploiter quand même ce truc. Et donc c'est en fait la puissance, enfin la puissance, je ne vais pas vous dire ça vaut rien, mais annoncé tout seul comme ça, c'est pas suffisant pour caractériser un truc. Parce que d'un truc pas très puissant, mais s'il y a une bonne boîte de vitesse et s'il y a un bon étagement qui est cohérent, on va trouver que la voiture, elle est carrément capable de se débrouiller. À l'inverse, si la voiture, elle a beaucoup de puissance, mais que l'étagement, il est à chier, je sais pas, je vais prendre un exemple au hasard. Prenez une Mustang. Enfin, je vais me faire plein de potes. Prenez une Mustang des années 60. C'est des moteurs qui ont de la puissance, il n'y a pas de problème, ça fait 200 chevaux, et c'est des moteurs qui ont du couple, il n'y a pas de problème, ça fait 400 Nm. 400 Nm, c'est loin d'être ridicule. Le problème étant, c'est que la boîte de vitesse, elle n'est pas dingue. La boîte de vitesse, déjà, elle consomme de la puissance. Elle consomme de la puissance ou du couple ou du truc comme ça, mais elle consomme de l'énergie. Elle ne restitue pas beaucoup et c'est une boîte 3 vitesses. Donc forcément, les plages de régime possibles, elles ne sont pas incroyables. Prenons l'inverse du spectre. Je prends un Peugeot 5008 qui sort de concession. Il a un 1,2 litre qui fait 130 chevaux. Vous allez vous dire, mais c'est pas ouf. Vous allez lui coller une boîte 8 vitesses. Vous allez voir que c'est quand même capable de se démerder. Parce que quelle que soit la situation, on va trouver le rapport de vitesse qui va être capable de bien exploiter le moteur. Et donc, on va pouvoir utiliser le couple et la puissance du moteur dans les meilleures conditions possibles. Encore plus fort, on va faire ça de manière automatique avec un robot qui vient choper une chier de paramètres et qui va dire, dans cette situation-là, la 5, etc., etc., etc. J'ai utilisé l'exemple de 2 vitesses. Une à 200, il y a du régime, mais pas de couple, donc démarrage lent. L'autre à 40, il y a du couple. Il y a du couple, mais pas de régime, donc pas de top speed. Peut-être que je m'embrouille. Ça veut dire que parler de horsepower, c'est assez abstrait, et l'utilisation d'un véhicule va dépendre de son couple et de son régime moteur. Oui, effectivement, l'utilisation d'un véhicule et ce que tu fais de ton véhicule, ça va dépendre du couple et du régime moteur. Il y a un très bon exemple. Il y a Clemtech qui dit « j'ai 28 vitesses sur mon John Deere ». Ben oui, 28 vitesses, tu choisis celle qui t'arrange en fait. Celle qui t'arrange par rapport à la situation et par rapport à la charge. Imaginons un tracteur. Du coup, dans certaines situations, on va tirer une charrue qui va tirer à mort de puissance parce qu'on est en train de retourner le sol. Et d'un autre côté, on va juste tirer une remorque sur des pneus et sur de la route. Dans une situation, on va vouloir beaucoup de couple et on s'en fout d'aller vite. On n'a pas besoin de passer la charrue à 30 km/h, même si ça peut être super drôle. Mais je sais pas, un coup de charrue, ça se passe entre 5 et 10 km/h. Alors que quand on est sur la route, on va essayer de rouler à 45, je crois, la limitation pour les tracteurs. Du coup, on fait ça avec le même moteur, mais on va avoir des rapports qui vont être adaptés. Fast and Furious charrue édition. 28, il y a 28 vitesses en marche arrière. Alors la Koenigsegg Regera fait pour aller à plus de 400 km/h avec un seul rapport. Alors il y a un moteur V8 et il y a un moteur électrique derrière. Alors, il y a un cheat code effectivement qui est le moteur électrique. Le moteur électrique, globalement, ça a beaucoup de couple et c'est surtout que le couple, il est constant quel que soit le régime. C'est-à-dire que dès le premier tour minute, on a tout le couple.
Et ce couple, il reste identique du premier tour minute jusqu'à la vitesse max de rotation du moteur électrique. Donc, c'est sûr que nous, avec nos moteurs thermiques, si vous êtes de la mairie de Paris, coupez ce stream, je vous en prie. Je m'apprête à faire des révélations. Si on regarde d'un point de vue de nos moteurs thermiques, en fait, on est à chier par rapport à un moteur électrique. Je suis navré de l'annoncer, mais si on regarde uniquement les specs, un moteur électrique, ça met une vitesse. Vitesse. Vous comprenez la blague? En fait, un moteur électrique, c'est vachement plus intéressant en termes d'exploitation de la puissance qu'un moteur thermique. Parce que le moteur thermique, comme je vous disais, ma petite démonstration, là, ça n'a pas énormément de couple. Et en plus de ça, pour avoir de la puissance exploitable, il va falloir répéter ce couple par un nombre de tours minutes, et donc il va falloir faire tourner le moteur plus vite. Ce qui veut dire tourner le moteur plus vite, faire tourner le moteur plus vite, ça veut dire consommer plus de carburant. Et qui veut dire consommer plus de carburant, ça veut dire faire plus de combustion. Et si on met plus de carburant, il faut brûler plus de carburant. Donc il y a plus de combustion. Donc plus on veut chercher de la puissance, là c'est un truc purement mathématique. Je suis désolé, c'est que des formules. Plus de puissance, c'est plus de consommation de carburant. Alors on peut rendre la quantité de carburant utilisée pour une puissance donnée plus efficiente, on peut augmenter le rendement, mais globalement, sur un moteur, donc une machine donnée et déjà fabriquée, si on veut en tirer plus de puissance, on fait rentrer plus d'air et plus d'essence, et ensuite on fait tourner ça plus vite pour répéter le plus possible de combustion dans un temps donné. Et donc ça veut dire consommer plus de carburant. Ce n'est pas pour rien qu'une voiture de course, ça consomme plus de carburant qu'une voiture de route. Parce que oui, on lui demande plus de puissance, parce qu'on lui demande de répéter son cycle de boum boum, brum brum, tut tut, pouet pouet. On lui demande de le répéter plus souvent par minute. À côté de ça, en face, vous avez un moteur électrique. Moteur électrique, oui, il a des données finies. Hein, on lui donne de l'énergie, donc on lui donne du courant électrique, et il en sort un couple. Et il fait tourner les roues tout de suite. Il n'y a pas besoin de boîte de vitesse. La plupart des boîtes de vitesse, sachant qu'elles sont adaptées pour le couple ridicule de nos moteurs thermiques, la plupart des boîtes de vitesse, si vous la collez à la sortie d'un moteur électrique, vous allez l'atomiser, vous allez la pulvériser, votre boîte de vitesse. Et en plus de ça, à quoi ça sert ? Parce que la boîte de vitesse, une boîte de vitesse, ça sert pour une vitesse donnée d'en sortir soit une plus basse avec plus de couple, soit une plus haute avec moins de couple mais plus de vitesse. On s'en fout en fait. Un moteur électrique, il donne vachement de couple, et c'est surtout, il donne ça à la vitesse qui nous intéresse. Et quand je vous parle d'une vitesse de moteur électrique, on a le même couple de 1 tour minute à 30 000 tours minute. Sachant que des roues de voiture, si vous voulez un ordre d'idée, ça tourne à entre 2000 et 4000 tours minute quand on est déjà à un bon rythme, quoi, à un 130. Ça dépend de la taille des roues, forcément, mais on est dans les 2 à 3000 tours minute. Donc ça ne sert à rien de mettre une boîte de vitesse sur un moteur électrique, parce que ça a déjà beaucoup de couple. Je suis navré pour tous les gens qui sont anti-voitures électriques, etc., mais c'est juste ce sont des faits. Alors, je ne dis pas que la voiture électrique n'a que des avantages, sinon c'est me tirer une balle dans le pied. Pour rappel, je suis garagiste de voitures thermiques. Moi, ce que j'aime bien, c'est les moteurs et les boîtes de vitesse. Donc, effectivement, si demain, je suis beaucoup trop convaincant à justifier que la voiture électrique, c'est mieux, il y a plein d'autres notions qui rentrent en compte. Il y a par exemple le stockage et le transport de l'énergie. Par exemple, aujourd'hui, c'est plus facile de stocker de l'énergie sous forme chimique
Et donc, en fait, la forme chimique de stockage de l'énergie, c'est stocker une énergie qui, potentiellement, quand tu lui fais quelque chose, ça devient une autre énergie. Par exemple, du carburant, tu vois. Tu stockes du carburant qui est très dense. On appelle ça la densité thermique, justement. C'est genre dans 1 litre d'essence ou 1 mètre cube d'essence ou 1 kilo d'essence. Qu'est-ce qu'on peut en tirer comme énergie? C'est si vous prenez un cube d'essence, un volume d'essence de 1 litre, eh bien, vous allez en sortir entre 25 et 35% d'énergie mécanique une fois que vous allez la cramer. Ça, c'est dans un moteur thermique. C'est-à-dire que dans le 1 litre d'essence, sur l'énergie totale que ça représente, eh bien, on va en sortir 25 à 35% d'énergie thermique. D'énergie mécanique, pardon, mécanique. Donc de la puissance qui appuie sur des pistons. Le reste, c'est de la chaleur. Je schématise énormément, s'il vous plaît, allez pas me taper dessus non plus. Je schématise. Mais le reste, c'est de la chaleur. Le truc étant, c'est que ça fait quand même un tout petit volume pour beaucoup d'énergie mécanique. Même si on arrive à en exploiter que 30%, c'est quand même vachement intéressant. Tu vois. Si on prend un poids lourd et vous prenez un camion, aujourd'hui, le diesel, il est quand même hyper bien vu en termes de rendement parce que c'est quand même chouette, quoi. Vous avez assez peu de carburant à stocker par rapport à l'énergie qu'il faut déployer pour bouger toute cette masse. Si on prend l'extrême, encore une fois, vous prenez un cargo ou un supertanker, enfin, dans les véhicules les plus gros au monde, il y a quand même des bateaux, et les bateaux, ça tourne au fioul lourd, et là, si on parle de rendement en termes de volume d'énergie, c'est les trucs les plus performants qu'on voit aujourd'hui. On arrive à des 40% de rendement, c'est-à-dire que vous reprenez votre cube de carburant, eh bien, il y a 40% de ce cube qui est utilisé en énergie mécanique. Le reste, c'est de la chaleur. Oui. Là où sur un moteur électrique, vous prenez votre cube d'énergie, là, d'électricité. Imaginons, on arrive à modéliser de l'électricité. Vous prenez votre cube, vous en prenez 95%, et les 95%, ils sont utilisés dans le moteur électrique. Alors, oui, c'est bien, mais le tout étant le ratio de qu'est-ce qu'on sort en densité, quoi. Parce que le cube d'électricité par rapport au cube de carburant, il y a quand même moins d'énergie dedans par rapport au cube de carburant. Je suis parti, non, hein? J'ai pris le frein à main, là, j'ai enlevé l'anti-patinage et puis je suis parti en couille, non?